On a appris récemment qu'un député envoyait des vidéos à caractère sexuel. Que, précédemment, un président de la République prenait une mobilette pour rendre visite à une dame, qu'un autre a eu un accident à l'heure du laitier, ou qu'un candidat à la présidence de la République faisait ses petites affaires dans des hôtels. Pourquoi les médias s'emparent-ils si souvent de sujets sexuels privés ? On peut croire à des complots, puisque dans ces exemples, 2 personnages ont dû renoncer à leur candidature. Nous croyons surtout que les médias usent simplement de leur devoir sacré d'information comme alibi à leurs propres obsessions sexuelles. Mais s'ils le font, c'est bien qu'ils disposent d'un public obsédé lui aussi, au moins pour partie. Ainsi, alors que le sexe relève de la vie la plus intime, il s'étale publiquement. Je pense que les interrogations de chacun sur son sexe poussent à trouver des réponses chez les autres, même si c'est cause perdue. Et le sexe n'est pas que dans la sexualité. Il commence avec la sexuation, se prolonge avec les questions de genre, et les ébats ont lieu dans des sociétés qui se targuent de gérer peu ou prou les activités sexuelles de ses membres. De plus, autour du sexe, il y a au moins 2 domaines qui lui sont liés, l'amour qui peut englober le sexe, et les techniques sexuelles ancestrales venues d'Asie. Il ne faut pas oublier tous ceux qui n'ont pas d'activité sexuelle, quelle qu'en soit la raison, si bien qu'il faut pouvoir rendre compte et de la sexualité et de son absence. Sur ce panorama, le plus factuel possible, des questions se posent. Pourquoi y a-t-il du sexe ? D'où procède-t-il ? Quelle signification a-t-il ? Qu'en est-il des amants après la mort ? Ce sont ces questions qui ont motivé mes recherches sur cette question. Déjà, quel philosophe a-t-il pensé le sexe ? Curieusement, on ne trouve pas grand-chose. Il y a bien dans l'Antiquité Platon, mais il prône surtout l'amour platonique. Et Aristote, mais ce sont quelques éléments autour de la reproduction. On croit en trouver davantage à l'époque moderne. Schopenhauer, avec sa métaphysique de l'amour sexuel, mais il réduit le sexe à la seule reproduction. Kant, avec son contrat réciproque d'usage du corps de l'autre comme objet, mais il fait plus du droit que de la philosophie, et il mourra vierge. Julius Evola, avec son célèbre ouvrage de 1958, La métaphysique du sexe, mais il s'agit plus des mondes intermédiaires, de la magie, que de métaphysique véritablement. Nietzsche, mais il tient des propos qui apparaissent bien sexistes aujourd'hui, et il semble qu'il n'ait jamais eu avec une femme que des relations amicales. Rémy de Gourmont a fait un ouvrage, La physique de l'amour, essai sur l'instinct sexuel, mais c'est un réductionnisme naturaliste, irrecevable. On sait aujourd'hui qu'il n'y a pas d'instinct sexuel chez l'homme. Jean-Paul Sartre, un homme chaleureux, vivant en tout sauf au lit, c'est Simone de Beauvoir qui le dit, et lui-même avoue son absence de plaisir. Georges Bataille, avec son intéressante convergence entre mysticisme et érotisme, mais celle-ci n'existe qu'à travers la transgression. Michel Foucault, avec sa célèbre histoire de la sexualité, mais il s'agit plus de sociologie que de philosophie et en aucun cas de métaphysique. André Comte-Sponville, récemment, mais ce sont des monographies sur Montaigne, Kant, Nietzsche, et pas un travail direct. Montaigne, justement, à une époque un peu reculée maintenant, aura été un des premiers à oser en parler. Mais chez lui, la sensualité, les femmes, l'amour, son extraordinaire amitié avec la Boétie et le mariage, arrangé avec chambre à part, sont définitivement dissociés. C'est moins intéressant. Il manque à l'appel donc beaucoup de philosophes métaphysiciens, tels qu'Héraclite, Descartes, Spinoza, Leibniz, Pascal. Ils sont plutôt silencieux sur ces questions, mais il faut dire qu'ils étaient tous célibataires, comme d'ailleurs Platon, Kant et Schopenhauer. Nous n'avons trouvé en fin de compte que 2 auteurs qui aient véritablement traité métaphysiquement de cette question du sexe, le grand soufi andalou Ibn Arabi, c'est le XIIIe siècle, et le métaphysicien contemporain Jean Borella. Première question, combien y a-t-il de sexe ? La première question, c'est effectivement celle-ci. Or, la sexuation s'avère relativement complexe, car il y a le sexe génétique, les chromosomes, le sexe anatomique ou gonophorique, ce sont les organes génitaux, le sexe hormonal, les hormones prédominantes,
et le sexe gonadique, les glandes reproductives. Et ces éléments sont autant d'occasions de variation, d'autant plus qu'ils interviennent à des moments distincts du cycle du développement. Pour simplifier à 4, il y a la fécondation, le sexe chromosomique, la vie intra-utérine, le sexe gonadique, la naissance, qui donne le sexe anatomique, qui sera porté sur l'état civil, et la puberté avec le sexe hormonal. Et sur ces sexuations s'ajouteront l'identité, ou mieux, l'identification sexuelle, c'est-à-dire le sexe psychique, et l'orientation sexuelle, le sexe libidinal. Donc le problème, c'est qu'à chaque stade du développement correspondent des risques de déviation variés, si bien qu'on dénombre au moins 9 sexes distincts, les 7 autres représentant tout de même 4% des cas, soit actuellement 280 millions d'individus sur la Terre. On ne saurait les exclure. Et cela signifie, en conclusion, sur ces sexuations, que mâles et femelles ne peuvent pas être considérés comme des catégories réciproquement exclusives, mais comme des types. Et en revanche, la réalité de ces deux types est confirmée par la reproductibilité de certaines sexuations divergentes, parce qu'elles s'effectuent alors à travers les types mâles ou femelles. Le genre. Bon genre, mauvais genre. Ou plus simple, le genre, féminin-masculin, est à la société ce que la sexuation est à l'individu, mâle ou femelle. Contrairement à ce que certains auraient souhaité, le genre n'est pas premier. Le genre ne crée pas le sexe. En revanche, le genre influence le sexe perçu. In fine, à force d'avoir travaillé cette question, aux États-Unis puis en Europe, les chercheurs ont fini par parler de système sexe-genre, tant les deux aspects étaient imbriqués. Pour aller vite, j'ai retenu de l'étude historique du genre quelques résumés, quelques points clés, pour l'Occident en tout cas. Les études de genre sont nées au XIXe siècle en Occident avec l'idée de troisième sexe appliquée à la femme libérée, inaugurée par Mademoiselle de Beaupin de Théophile Gautier, ou aux homosexuels masculins, les Mannweib, l'homme-femme allemand. À partir des années 90, les études de genre se sont concentrées sur les minorités sexuelles, environ 1,5 ou 2% de la population, donc les homosexuels, les lesbiennes, les transgenres, pour dénoncer non une domination masculine, comme au 19e, mais une domination du système hétérosexuel. Grand changement. Avec la dénomination aboutie du LGBTIAPQ2SM, lesbienne, gay, bisexual, transgender, intersex, asexual, pansexual, queer, two-spirited, sadomasochiste. Liste qui mélange sexuation, identification sexuelle et sexualité, on s'aperçoit qu'il ne s'agit plus de genre, mais principalement de revendications sexuelles. La notion d'identité de genre est incorrecte. Il faut parler, comme on le disait, d'identification de genre. C'est ce qui se passe chez l'enfant avant l'âge de 6 ans, c'est-à-dire que c'est une construction à la fois psychologique et sociale. On ne naît pas homme, on le devient, disait Erasme au XVIe siècle. On ne naît pas femme, on le devient, dira Simone de Beauvoir. Les aspects positifs sont principalement l'arrêt des opérations chirurgicales forcées sur les nourrissons, ne présentant pas un sexe précis, et les reconnaissances politiques des discriminations, par exemple les excuses récentes d'un Justin Trudeau envers les communautés homosexuelles. Et à plus long terme, on peut espérer que cela stopperait les fanatiques qui brûlent des homosexuels dans des poubelles. Les points néfastes de cette culture du genre nous semblent être d'abord la confusion entre l'égalité des sexes et leur interchangeabilité. Les genres ne sont pas plus interchangeables que les personnes elles-mêmes selon leurs 22 autres caractéristiques, origine, patronyme, etc., telles que précisées par l'Union européenne. Un autre point néfaste réside dans l'identification sexuelle ou de genre absolument nécessaire au développement de l'enfant, au même titre que le langage et la socialisation. De même qu'on ne peut pas dire « je ne vais pas apprendre à mes enfants à parler », comme ça ils choisiront quand ils seront grands dans quelle langue ils veulent s'exprimer, de même on ne peut pas les priver d'une identification à leur sexe. Au tournant du XXe siècle, on avait commencé à parler d'une gradation entre le masculin et le féminin, notamment avec l'animus anima de Jung.
Cette gradation s'applique à chaque individu des deux sexes. Cela rend moins pertinent les idéologies du genrisme. Sur un plan philosophique, l'utopie de l'agenrisme, c'est-à-dire le souhait de supprimer la notion de genre, repose ainsi sur l'illusion que la suppression des déterminations est liberté. Or, tout est toujours déterminé d'une façon ou d'une autre, et la liberté ne s'exerce que sur des déterminations. Même un choix est nécessairement déterminé, faute d'en être pas un. Mais détermination n'est pas nécessairement conditionnement. Voilà pour le genre. Sexualité. Schopenhauer voit la passion amoureuse comme l'illusion de la pulsion sexuelle reproductrice. La pulsion elle-même étant démontrée par l'adultère, l'usage de la prostitution et le viol. Malheureusement pour lui, les études neurobiologiques modernes montrent que la reproduction, pourtant fondamentale à la survie de l'espèce, n'est chez l'être humain qu'une conséquence indirecte de la recherche des récompenses érotiques. La masturbation in utero en témoigne. Parmi toutes les configurations possibles, il apparaît que c'est à deux que les relations sexuelles sont les plus prisées. Les trois configurations, femme-femme, femme-homme, homme-homme, correspondent bien au mythe d'Aristophane avec les deux sexes. Dans ces études, il y a néanmoins un écart important entre attirance et mise en pratique, mise en œuvre. Donc entre orientation sexuelle potentielle et orientation sexuelle effective. Le concept d'orientation sexuelle est donc assez flou. De plus, si on combine la sexuation, le genre et la sexualité, on ne sait plus très bien de quoi on parle. Par exemple, un homme, par sa sexuation, qui se sent du genre femme, psychiquement, et qui a une relation sexuelle avec une femme. Est-ce une relation homosexuelle ou une relation hétérosexuelle ? Sexe et société. De nombreuses sociétés traditionnelles semblent avoir de tout temps accepté un troisième genre, on l'appelait troisième sexe au XIXe, jouant un rôle considéré comme distinct des rôles féminins et masculins. En Asie, ces personnes s'appellent Katoe, dame-garçon, en Thaïlande, Ijras, intersexe ou eunuque car ils se considèrent eux-mêmes comme asexués, ou Basivi, c'est en Inde, Bakla, travesti aux Philippines, Bissu, androgyne, Kalabai, homme travesti, et Kalalain, femme travestie en Indonésie. Cette catégorie à part se trouve également chez les Amérindiens, notamment les Vinctes des Sioux ou les Mux, les travestis des Zapotèques au Mexique. Et jusque dans le Pacifique Sud, les Akavainés, quasi-femmes chez les Maoris, ou les Fa'afafinés, les hommes efféminés à Samoa. Il faut en distinguer les traditions de pédérastie monacale ou militaire qui ne déterminent pas une structure dans la société. Qu'il s'agisse au Japon des monastères bouddhistes du 8e siècle ou des armées de samouraïs au 16e et 18e siècle, en Corée des guerriers d'élite Hwarang, et bien sûr dans les armées de la Grèce antique, et encore même en Gaule, entre le cavalier et ses porte-boucliers et porte-lances pour favoriser l'unité militaire. En Europe, on opposera aux femminili, les travestis napolitains, les femmes prenant le statut d'homme, les burnéchiers, hommes féminins, ou virgéréchiers, les femmes vierges, et les mashkuls d'Albanie, ainsi que leur équivalent du Monténégro, les Arambassa, de Bosnie, les Tobelija, de Serbie, les Ostaginica, et de Turquie, les Sadiques, pour le Kosovo aussi et la Macédoine. Tous ces troisièmes genres traditionnels, hommes féminisés ou femmes masculinisées, ont en commun une fonction sociale établie et conséquemment sont généralement bien acceptés. C'est bien moins le cas dans nos sociétés modernes occidentales, notamment, où les minorités sans fonction sociale particulière sont facilement discriminées. On peut penser que c'est l'absence de telles catégories ou fonctions sociales dans les pays occidentaux qui a conduit au mariage homosexuel, absent dans tous les autres pays. La diversité des mariages eux-mêmes montre combien les sociétés aiment canaliser les relations individuelles des individus, les relations sexuelles des individus. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, la mariée Banaro est initiée sexuellement par l'ami du père de son fiancé, et ce n'est qu'après avoir mis au monde un enfant de cet homme qu'elle aura des rapports sexuels avec son mari.
Chez les Marinamines, la fiancée a des rapports sexuels avec tous les membres du clan de son fiancé, celui-ci venant en dernier. Par ailleurs, un homme, pendant son initiation, est soumis à des rapports homosexuels multiples. Chez les hétéros, les rapports hétérosexuels sont tabous de 205 à 260 jours par an. La copulation est considérée comme dangereuse et demande des précautions magiques. On trouve aussi des conventions de parenté plutôt originales, par exemple chez les Nuers en Afrique de l'Est, dans la haute vallée du Nil, avec des mariages entre femmes, la paternité étant définie suivant l'origine de la compensation matrimoniale en bétail. Dans d'autres parties du monde, de tels mariages sont impossibles. La peine de mort pour l'homosexualité est encore en vigueur. Mauritanie, Nigeria, Soudan, Somalie, Yémen, Arabie Saoudite, Qatar, Iran, Azerbaïdjan, Brunei. Ou à minima la prison à vie. Ouganda, Tanzanie, Zambie, Pakistan, Inde, Bangladesh, Birmanie. En revanche, dans cette même zone géographique, pour partie les mêmes pays, la polygamie est autorisée. Ce qui est le cas en France, pour certains citoyens de Mayotte, et aux États-Unis, dans certaines sectes. Il n'y a qu'une loi commune à quasiment tous les pays du monde, c'est le mariage des enfants, en dessous de 18 ans. Mais elle n'est respectée nulle part, y compris aux États-Unis, où certains États ont encore un âge minimum de 13 ans, et on y compte d'ailleurs plus de 50 mariages par jour de mineurs entre 2000 et 2010. Finalement, le point commun de quasiment toutes les sociétés de la Terre, c'est la culture du viol. De l'ordre de 1 par seconde dans le monde et 1 toutes les 7 minutes en France. Pour conclure brièvement sur nos sociétés, on dira que sociologiquement, il manque à la liberté sexuelle l'éducation, et philosophiquement que si les sociétés interfèrent dans la constitution des couples et leur vie intime, c'est parce qu'il leur échappe. Aristote le notait déjà, l'homo conjugalis précède l'homo societadis. La famille est quelque chose d'antérieur à la cité et de plus nécessaire qu'elle. C'est dans l'éthique à Nicomaque. Et l'amour dans tout ça. Avec ce bilan sur les sexuations, les genres, les sexualités et leur gestion par les sociétés, il faut encore, avant de passer à une métaphysique du sexe, compléter ce tableau avec 2 éléments complémentaires. D'un côté l'amour, de l'autre les techniques sexuelles. Nous avons pris le parti de traiter des relations d'amour sexuel ou des relations sexuelles amoureuses, en ajoutant la dimension sentimentale qui apparaît comme discriminante, y compris dans les enquêtes menées sur la sexualité. C'est également le choix de nombreux auteurs, Julius Evola, Schopenhauer, Scherhard. Les questions qu'apporte l'amour associé au sexe résident surtout dans les grands écarts qui peuvent en découler. À commencer, bien sûr, par l'exclusion réciproque de l'amour et du sexe. C'est ce que le jeune Weininger voyait avant de se suicider à l'âge de 23 ans, après la publication de son livre « Sexe et caractère ». Tolstoï n'en dit pas moins dans sa sonate à Kreutzer, et on le voit également chez André Gide. Si une telle exclusion n'est pas si fréquente, néanmoins, en revanche, amour et sexe sont très facilement séparables, c'est banal de le dire. Et les fréquences d'appel à la prostitution ou au viol peuvent en témoigner. De plus, une enquête a révélé que plus d'un homme sur 4 dit qu'il considérerait avoir des rapports sexuels avec un robot, comparé à une femme sur 10. Et un Américain adulte sur 2 s'attend à ce que d'ici 50 ans, faire l'amour avec un robot soit devenu une pratique courante. Voilà bien une séparation du sexe et de l'amour. Parmi les autres grands écarts, il faut signaler celui de l'autre comme objet ou de l'autre comme sujet. Si l'amour érige l'autre en un autre soi, un alter ego, nous pensons que cet autre acquiert alors le statut de sujet. Et de son côté, même si de son côté, le désir pulsionnel porte d'abord sur un objet, bien sûr. Toutefois, le corps de l'autre, même s'il est désiré par réflexe comme objet, l'amour envers l'alter ego donne au corps de celui-ci son statut de sujet. C'est que l'individu est indivisiblement corps et psyché. L'être humain est un être sexué, ce n'est pas un sexe avec un être autour. Lorsque l'autre est sujet, donner priorité au plaisir, au désir de l'autre devient alors une évidence. Les techniques sexuelles.
Concernant ces techniques sexuelles, elles sont originaires de l'Inde, le tantra, ou de la Chine, le Tao, et très récemment d'Occident, sous un terme générique, on peut les englober, Karetsa. Elles ont un point commun fondamental, c'est la rétention de l'émission séminale. Ce point commun tient de la distinction entre les organes urinaires, sexuels et génitaux, et de leurs 3 fonctions respectives distinctes, uriner, faire l'amour, procréer. Si personne, probablement, n'a jamais confondu les fonctions urinaires et procréatrices, il semble qu'il convienne en outre pour l'homme, en tout cas, de ne pas confondre orgasme et éjaculation. Ajoutons que chez l'homme, il convient de distinguer encore plus précisément entre l'émission et l'expulsion. L'homme peut très bien émettre, puis aussitôt résorber. Mais il y a bien sûr un apprentissage technique assez poussé. Ce sont les contextes de chacune de ces techniques qui en font des univers très différents. Dans le tantra, elle est l'un des moyens de la réalisation spirituelle, ultime, à travers le coït, mais il n'y est même pas essentiel. Dans le Tao sexuel, elle est nécessaire pour réaliser en couple l'harmonie des complémentaires cosmologiques yin-yang, essentielle à la santé et à la longévité. Karesa, pour sa part, permet de réguler les naissances sans l'inconfort de l'abstinence. Philosophie prophétique d'Ibn Arabi. Pour le grand soufi Ibn Arabi, le sexe, au sens de compénétration, est partout dans les mondes, intelligible, spirituel, sensible et animal, et à chaque monde correspond une science. Il n'y a qu'une seule science absolument improductive pour Ibn Arabi, c'est celle qui cherche à connaître l'essence divine, puisque celle-ci ne peut être l'objet d'aucun savoir. Pour tout le reste, il y a des sciences sexualisées. En voici quelques exemples. Dans un syllogisme, la conclusion provient d'un acte sexuel entre les 2 prémices. Il y a entre elles intromission mutuelle. En cosmogonie, le monde de la génération a pour père l'intellect et pour mère l'âme universelle. Ce sont les terminologies du soufisme. Mais cette sexualisation n'est pas absolue. La table gardée, est mâle par rapport aux instances cosmiques inférieures, mais féminine et maternelle relativement à l'action elle-même. L'âme universelle donne ensuite naissance à la physis, la nature au sens de naître, et à la hulée, la matière première. Elles deviennent ensuite époux et épouse, ainsi que père et mère, en donnant naissance au corps absolu ou corps universel, première manifestation corporelle proprement dite. Ibn Arabi voit les principes masculins et féminins dans la division aristotélicienne des mondes supralunaires et sublunaires. Le désir sexuel chez l'homme occupe le même lieu qu'occupe Ève avant qu'elle ne sorte d'Adam. Ève est attirée par Adam comme la partie est attirée vers le tout, son lieu d'origine, et inversement, Adam est attiré par Ève par la nostalgie du tout à la partie, sans laquelle il n'est plus le tout. Adam est le père d'Ève, mais Ève est la mère d'Adam. Toute sexualité, phénoménale ou non, est métaphysique, puisque tout ce qui n'est pas Dieu provient de Dieu. L'enfant n'est autre que cette union même entre le Verbe et les essences, etc. Origine des sexes. Avec le sexe, nous sommes dans la configuration de la séparation et de la réunion. C'est banal. Cela dit, la dyade est bien l'archétype de tous les aspects symboliques, conceptuels et logiques du nombre 2. On peut les extraire des formes d'antagonisme, de symétrie, d'ambivalence, de complémentarité, etc., ou des processus comme la polarisation, l'opposition, etc., et de leur contraire, union, conjonction, etc. Ainsi, sur un plan anthropogonique, on a la division de l'être humain en 2 types, hommes et femmes. Sur un plan cosmogonique, on a né des eaux primordiales l'œuf germe qui se sépare en 2 pour donner le ciel et la terre, puis le jour et la nuit, le soleil et la lune, etc. Dans la tradition chinoise, c'est la polarisation principielle Ti et Tien, le ciel et terre, et sa manifestation universelle, yin et yang. Sur un plan biologique, il y a la division cellulaire par 2 cellules, bien connues, qui est à la base même de la reproduction du vivant, mais à noter que seules les cellules sexuelles, les gamètes, les spermatozoïdes et les ovules, se reproduisent par division en 2, puis encore en 2. C'est doublement en 2.
On comprend que la dyade, au sens de séparation, soit le principe universel de l'existence. On comprend aussi qu'après la mort, il n'y ait plus ni homme ni femme, c'est ce que dit l'Évangile dans le christianisme. Ça paraît logique. Au contraire, Dieu n'est jamais d'abord androgyne, puis masculin ou féminin, mais les études historiques montrent qu'au contraire, il a toujours été d'abord féminin ou masculin, et ensuite seulement androgyne. Ainsi, les dieux androgynes comme Ptah et Mout en Égypte, Aphrodite ou Vulcain chez les Grecs, Thuisto chez les Germains, le Shiva androgyne, fusion accomplie Shiva Shakti dans l'hindouisme, sont bien ultérieurs aux dieux initiaux. C'est également le cas dans le judaïsme, où Elohim aura le sens d'une force féminine réunie à un concept masculin. Le tétragramme lui-même réunit le masculin YV, père-fils, et le féminin HH, mère-fille. Dans la théosophie chrétienne, le Christ est dit vierge masculine. Dans l'Ancien Testament, le Père est à la fois matriciel, Rehem, matrice, sein, et Raham, c'est l'utérus, la jeune fille, autant que miséricordieux, Rahim, qui est masculin. Donc cette androgynie est donc simplement symbolique pour figurer l'unité d'un principe intégrant et dépassant toutes les distinctions et oppositions, ce qui à nouveau est banal. Cette androgynie est donc symbolique pour simplement figurer l'unité d'un principe intégrant et dépassant toutes les distinctions et oppositions. C'est banal. Mais il faut donc se méfier du mythe androgynique qui peut se transformer en hypothèse fascinante pour tous ceux que hante le désir d'une unité fusionnelle. Remarque du philosophe Jean Borella. Pour penser l'origine du sexe de l'homme, on peut reprendre le texte de la Genèse en lui reconnaissant une intention intelligente. Ce qui est en fait la seule façon pertinente de l'aborder, sinon autant s'abstenir. On y voit la création de l'être humain en deux temps, d'abord dans le principe ou en Dieu, c'est le chapitre 1, où il n'est pas un être personnel, mais une simple nature, une potentialité. Puis il est existencié dans le monde, c'est le chapitre 2. Là, sa création se fait double, Adam et Ève. L'être humain doit donc être créé prototypiquement, selon les modalités mâle et femelle. On a donc deux prototypes humains selon deux modalités différentes. L'une correspond au pôle essence, l'autre au pôle existence. Ève ne vient pas pour le confort psychologique de l'homme, mais l'être humain primordial présente une imperfection ontologique, et la perfection de cette nature ne peut se réaliser que dans la relation avec un autre être, de même nature évidemment, ce qui exclut les animaux et les plantes qui existaient précédemment. Adam ne se connaît pas lui-même et il va faire la découverte de ce soi-même dans un autre. Adam accède ainsi à la réalité de la personne, à la conscience personnelle que seule la création d'Ève pouvait actualiser. Et il en va pour Ève de même. Ainsi, dès l'origine, la personne se connaît comme terme d'une relation et la relation comme interpersonnelle. C'est la relation constitutive homme-femme, il n'y a de masculin que pour le féminin et réciproquement, qui est l'image de Dieu dans l'ordre créé. Si les femmes et les hommes sont tous deux images de Dieu, ils ne l'exercent pas de façon identique parce que dans toute image, il y a un aspect essentiel ou formel, au sens d'Aristote, et un aspect existentiel ou matériel, réceptaculaire pourrait-on dire. Ce sont les méditations du philosophe Jean Borella sur la Genèse. Spiritualité de l'union d'amour sexuel. Le point clé ici, c'est que l'éros est sacré et le sacré est érotique. Dit autrement, l'éros de l'être humain a pour fonction de le guider vers l'union à Dieu. Il est donc la source même de toute spiritualité. La spiritualité est elle-même forcément érotique et l'éros forcément spirituel. Cela, tous les vrais mystiques en témoignent, qu'ils soient mariés ou célibataires. La sexualité propose une expérience tout à fait identique à toute mystique véritable, transcender son moi et devenir un avec le fond de tout être. La mystique est charnelle. Dans le christianisme, il s'agit de faire un avec le corps du Christ dans l'Eucharistie, comme dans la résurrection. On ne saurait être moins charnel que ça. Dans l'union humaine, comme dans l'union à Dieu,
Eros et amour se complètent mutuellement. Dans les deux cas, l'unité n'est réalisée que par la mort de soi. On le voit, s'il n'y a pas de sexe en Dieu, il y a l'éros et l'amour. En langage chrétien, on dira que l'unificateur est l'éros ou le Christ, et l'unification est l'amour ou le Saint-Esprit. Ce sont les deux mains de Dieu, tel que le disait un père de l'Église. Symbolique de l'acte sexuel. Ce sont les métaphores sexuelles qui, par différence, vont faire comprendre ce que peut être un symbole. Chez les latins, on a parmi de nombreux autres radix, la racine pour qualifier le pénis, et fons, la source pour le vagin. Chez les Grecs, myrtia, le myrte, qui était l'image du clitoris, et rose, la rose, l'image des petites et grandes lèvres. En Inde, ce sont les positions qu'on distingue avec des métaphores animales. Par exemple, la position du crabe ou le bond du tigre. En érotologie arabe, le vagin se dira l'ouïe ou le capuchon, par exemple, et le pénis, la colombe ou le borgne. Dans le taoïsme, le pénis sera, parmi d'autres appellations, la tige de jade ou la tortue, et le vagin, la porte de jade ou le lotus. Et encore plus intéressant, le commerce sexuel sera dit nuage et pluie. On le voit, ces métaphores sont des images qui renvoient horizontalement à d'autres objets. Tout autre sont les symboles qui rendent présent un sens, une réalité d'un ordre transcendant. Ils renvoient directement et verticalement aux principes qui gouvernent la façon dont on peut intelliger le monde, et au-delà jusqu'au principe premier. Ainsi, le pénis symbolise l'axe du monde, c'est-à-dire l'axe vertical, unique mais présent en chaque point de l'univers, qui relie la création au créateur. Et le vagin s'inscrit dans le symbole de la caverne, lieu central où s'effectue une transformation, centre du monde et origine, lieu illuminé, lieu de l'hospitalité divine. En langage chrétien, l'axe du monde est le Christ, et l'espace de la caverne est le lieu de l'Esprit Saint. Le premier rappelle la transcendance de Dieu, le second son immanence, et dès lors, l'union d'amour sexuel symbolise la création du monde, la rencontre de l'axe christique avec le fond du monde qui est l'esprit. C'est pourquoi on les a appelés les deux mains de Dieu. Mystique de l'amour sexuel. Au paradis, le corps est dans l'âme et l'âme est dans l'esprit. Après la matérialisation de l'homme dans le monde, l'âme est désormais dans le corps et l'esprit dans son âme. Or, dans l'acte d'amour sexuel, loin du contrat d'échange de propriété du corps de l'autre à la Kant, ou de l'usage de l'un par l'autre, ou encore du corps de l'autre comme objet, ce dernier est subsumé dans la personne ou l'âme de l'être aimé. De plus, dans cet acte comme prière, l'union en esprit signifie que l'âme qui a subsumé le corps est elle-même subsumée dans l'esprit. Il n'est jusqu'au corps qui ne soit ainsi pneumatisé. C'est un retour en quelque manière à l'état paradisiaque, ou plutôt une réminiscence vécue de cet état originaire. Voici c'était quelques éléments d'une métaphysique du sexe telle qu'on peut la lire plus à fond dans un livre éponyme.